Bonsoir, cher professeur. Bonsoir, chers confrères. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend très bien. Je voudrais tout d'abord présenter mes sincères condoléances à Dr Botar pour sa défunte sœur. Allah yarhamha, Allah yasabbarakum, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le cours d'aujourd'hui va porter sur l'ischémie myocardique silencieuse. La présentation clinique de la maladie coronaire est souvent catastrophique. En effet, 70% des maladies coronaires athérosclérotiques sont révélées par une mort subite ou un infarctus du myocarde. On se pose alors la question de la cause de ce retard. L'une des causes est celle d'une anomalie des voies de signalisation de la douleur. On retrouve donc tout l'intérêt de notre cours d'aujourd'hui portant sur l'ischémie myocardique silencieuse. Afin d'exposer notre cours, nous allons adopter le plan suivant. Nous allons commencer par définir l'ischémie myocardique silencieuse, puis nous allons dire quelques mots sur l'épidémiologie de celle-ci. Nous allons par la suite établir ou élaborer les mécanismes de l'ischémie silencieuse, puis nous allons dire quelques mots sur la valeur pronostique de l'ischémie silencieuse. Nous allons par la suite aller au vif du sujet, qui est le diagnostic, et nous allons répondre à deux questions fondamentales. La première est comment dépister l'ischémie silencieuse, et la deuxième est chez qui dépister l'ischémie silencieuse. Nous allons passer par la suite à la prise en charge thérapeutique avant de conclure. Nous allons construire la majorité de notre cours au travers d'études qui vont nous permettre de bâtir un raisonnement quant au pronostic et à la prise en charge de l'ischémie myocardique silencieuse. Avant de définir l'ischémie myocardique silencieuse, je voudrais commencer par vous montrer ce schéma qui illustre la cascade d'événements qui font suite à l'installation de l'ischémie. Le premier événement qui se produit est celui d'une anomalie de perfusion du territoire ischémique par défaut d'apport de l'artère coronaire correspondante. Puis s'installe une phase métabolique, puis une phase d'anomalie de relaxation, puis une phase d'anomalie de contraction, puis l'augmentation des pressions télédiastoliques des VG, puis une modification électrique et finalement l'angor. Donc cette cascade nous montre deux éléments clés. L'angor n'est qu'une manifestation parmi d'autres de l'ischémie myocardique, et puis l'angor survient tardivement dans la cascade ischémique. Il est donc simple et intuitif d'aborder le concept de l'ischémie silencieuse. L'ischémie myocardique silencieuse est définie par l'existence d'une preuve objective d'ischémie sans d'angor ni d'équivalent d'angor au décours de l'épisode ischémique. Une petite précision sémantique à rajouter est que bien que l'ischémie peut apparaître dans tous les cas de mismatch entre les apports et les besoins, y compris l'HVG et le rétrécissement aortique serré, le terme est réservé aux situations d'ischémie dont l'origine est une atteinte du contenant à l'épidémiologie de l'ischémie cardiaque silencieuse. C'est de loin la présentation la plus fréquente de la maladie coronaire. En effet, elle va intéresser 2 à 4% de la population générale. Après un IDM, 80 à même 100% selon les études vont faire de l'ischémie silencieuse. Entre eux vont faire de l'ischémie silencieuse. Et en prenant ces mêmes patients, les 3/4 de l'ensemble des événements ischémiques qu'ils vont faire vont être silencieux. Il est donc tout à fait vrai de dire que la présentation clinique de l'ischémie myocardique par l'angor ou son équivalent n'est que le sommet de l'iceberg. Quels sont les mécanismes de l'ischémie silencieuse? Pour comprendre le mécanisme de l'ischémie myocardique silencieuse, il faut tout d'abord comprendre la présentation beaucoup plus rare de l'ischémie, qui est l'angor. La théorie proposée de la douleur thoracique dans l'ischémie myocardique est la suivante. Lors d'une ischémie myocardique, il existe une libération de substances et de la bradykémie qui vont stimuler des chémorécepteurs au niveau du myocarde. L'influx va être véhiculé au travers de filets nerveux du système nerveux sympathique majoritairement et secondairement par des filets du système nerveux parasympathique. Ces filets nerveux vont aller au niveau médulaire et faire un relais au niveau de la corne postérieure, puis remonter au niveau central pour atteindre le cortex pour avoir une perception de la douleur. Un autre élément à souligner et qui est important pour la compréhension de la douleur dans l'ischémie myocardique est le fait que le relais au niveau médulaire se fait également par des filets nerveux afférents somatiques de la mâchoire, etc. Ces filets nerveux somatiques et les filets nerveux végétatifs véhiculant la douleur thoracique vont faire relais au niveau du même neurone, au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Le cortex peut donc mal interpréter l'origine de la douleur. C'est ce qui explique la douleur projetée et les irradiations dans l'angor. Dans le cas de l'ischémie myocardique silencieuse, il existe une défaillance des voies de transmission nerveuse. Et plusieurs théories ont été proposées pour essayer d'expliquer ce mécanisme. Aucune à elle seule ne permet d'explorer le phénomène.
puisque au sein du même, et puis encore une chose à rajouter, c'est qu'au sein du même patient, l'ensemble de ces mécanismes explicatifs peuvent exister. La première théorie est celle de l'intensité de l'épisode ischémique. Cette théorie stipule que les épisodes plus longs et plus intenses vont générer de la douleur, alors que les épisodes plus courts et moins intenses vont être silencieux. Toutefois, cette théorie donc, a un exemple contradictoire, c'est le fait qu'il existe d'authentiques infarctus du myocarde qui sont complètement silencieux. Et il serait difficile de concevoir une ischémie qui est plus longue et plus intense que celle qui mène à l'infarctus. Ceci est donc à l'encontre de cette théorie. La deuxième théorie qui a été proposée est celle d'une anomalie de perception de la douleur, soit par un seuil élevé de la douleur, soit par l'existence de lésions neuronales permanentes. Ce deuxième cas est particulièrement important dans la pratique courante et intéresse surtout les patients diabétiques, les patients avec un antécédent d'infarctus du myocarde et les patients avec un antécédent de transplantation cardiaque. On va revenir détailler ces situations cliniques de lésions neuronales permanentes et on va expliquer par quels mécanismes ils vont mener à l'ischémie myocardique silencieuse. En ce qui concerne le diabète, il va agir au travers de la neuropathie diabétique qui va limiter la conduction de l'influx nerveux au niveau central. En ce qui concerne un antécédent d'IDM, celui-ci peut être responsable de nécrose de filets nerveux qui traversent la zone nécrosée. Une future ischémie de la zone censée être innervée par ces filets nerveux va être en théorie silencieuse parce qu'elle est non innervée. Et finalement, la transplantation cardiaque va entraîner de l'ischémie silencieuse par le biais de la dénervation cardiaque. En effet, le greffon cardiaque, surtout à la phase aiguë en post-opératoire, est complètement isolé de toute innervation extrinsèque. Donc, si le patient fait un événement ischémique, il est impossible pour lui de ressentir de la douleur. Toutes ces théories présentent une limite majeure, par contre, c'est qu'elle ne permet pas d'expliquer l'existence au sein du même patient d'épisodes ischémiques qui sont en même temps douloureux et en même temps silencieux. Et donc, une nouvelle théorie est venue remédier à cela, c'est la théorie de la sidération nerveuse, ou ce que les Américains appellent neural stunning. Elle a l'avantage de pouvoir tenir compte de l'existence au sein du même patient d'épisodes douloureux et silencieux, et d'épisodes douloureux et silencieux et douloureux. Comme on vient de le voir, dans les deux pays précédents, ne peuvent pas tenir compte. Elle est basée sur le principe suivant. L'exposition à une ischémie crée une sidération nerveuse et une douleur. Cette sidération nerveuse va être responsable d'un défaut de transmission de l'influx nerveux douloureux de l'épisode ischémique suivant, qui sera donc silencieux. Donc, pour conclure, en ce qui concerne les mécanismes de l'ischémie silencieuse, il y a plusieurs théories qui ont expliqué le mécanisme. Chacune a ses propres limites. L'ensemble de ces théories peuvent coexister chez le même patient pour expliquer l'ensemble des événements ischémiques silencieux. Passons maintenant à la valeur pronostique de l'ischémie myocardique silencieuse que nous allons explorer au travers d'études épidémiologiques chez des populations à intérêt clinique. La population avec des maladies coronaires athérosclérotiques stables, longueur instable, après revascularisation et chez la population générale. Notre première population est celle des patients avec maladie coronaire athérosclérotique stable, c'est-à-dire des patients avec un syndrome coronarien chronique dans la nouvelle définition. Une étude publiée par Weiner et al. Dans The American Journal of Cardiology en 1988 a comparé le pronostic de 3 groupes de patients. Les patients sans ischémie à l'épreuve d'effort, c'est les patients groupe contrôle, c'est la courbe rouge ici sur le schéma, comme vous le voyez. Les patients avec une ischémie symptomatique, c'est-à-dire qui présentent un sous-décalage du segment ST à l'épreuve d'effort et qui ont une douleur thoracique, c'est la courbe bleue. Et finalement, le troisième groupe de patients, ce sont ceux avec une ischémie silencieuse, c'est-à-dire qu'ils avaient des anomalies du segment ST à l'épreuve d'effort, mais sans douleur thoracique. On voit bien que les deux courbes de patients qui présentent de l'ischémie à l'épreuve d'effort sont superposables et qu'ils ont un pronostic moins bon que le groupe sans ischémie. On conclut donc que l'élément important pour le pronostic est la présence de l'ischémie, qu'elle soit ou non accompagnée de symptômes. Cette même étude a étudié le sous-groupe des patients avec une anatomie à haut risque, c'est-à-dire des patients avec la présence de lésions tritronculaires. Chez ce groupe, l'ischémie silencieuse était corrélée à un moins bon pronostic comparativement à l'ischémie symptomatique, et ceci peut être expliqué par un retard de consultation et donc de prise en charge. Concernant les patients avec un angor instable, Gottlieb et al. Ont publié dans le JACC en 1987 une étude qui a inclus des patients avec un angor instable pris en charge médicalement dans une unité de soins coronaires. Rappelez-vous que nous sommes en 1987 et qu'on est encore à l'ère de la cardiologie observationnelle. Chez ces groupes de patients, ils leur ont fait réaliser un OTE-ECG de 48 heures avant leur sortie de l'hôpital. Donc, ils ont pris des malades, traitement médical optimisé au décours de l'hospitalisation, et avant la sortie, ils ont réalisé un OTE-ECG de 48 heures.
Et puis, ils ont eu deux groupes de patients. Ceux qui avaient une ischémie silencieuse, c'est les pointillés sur la courbe, et les patients qui n'avaient pas d'ischémie silencieuse, c'est le trait noir sur la courbe. Ils ont conclu que l'ischémie silencieuse résiduelle chez les patients ayant présenté un angor instable est corrélée à un mauvais pronostic à 1 mois, c'est-à-dire à court terme, et à 2 ans, c'est-à-dire à long terme. Concernant les patients après une intervention coronaire percutanée, Zellweger et al. Ont étudié le pronostic de l'ischémie myocardique résiduelle à 6 mois après une intervention coronaire percutanée. Donc, ils ont fait un test d'ischémie chez des patients qui ont fait une intervention coronaire percutanée. Ils leur ont fait faire un test d'ischémie à 6 mois de la revascularisation. Ce test a permis de départager les patients en 3 groupes. Le premier groupe qui n'avait pas d'ischémie résiduelle, c'est la courbe rouge. Le deuxième groupe qui avait une ischémie silencieuse, c'est la courbe bleue. Et le troisième groupe, ceux qui avaient une ischémie symptomatique, c'est la courbe noire. Donc, l'absence d'ischémie était mieux que la présence de l'ischémie silencieuse, laquelle était mieux que la présence de l'ischémie symptomatique. Chez la population générale, une ancienne étude d'étendard de la cardiologie observationnelle réalisée par Flegg et al. Et publiée dans The American Journal of Cardiology en 1992 a pris beaucoup de patients asymptomatiques. L'étude avait inclus 10 000 patients et leur a fait réaliser un test d'ischémie. Les sujets avec test d'ischémie positif avaient un moins bon pronostic. Ils ont conclu donc que dans une population générale asymptomatique, l'ischémie silencieuse est corrélée à un moins bon pronostic. Mais là, il y a une question pertinente qui doit ressortir. Est-ce que ceci est vrai, quelle que soit l'étendue du myocarde ischémique? C'est la question à laquelle Zellweger et al. Ont répondu au travers de leur étude publiée sur The Journal of Nuclear Cardiology en 2009, qui a montré qu'au-delà d'un seuil de 7,5% de myocarde ischémique, le risque d'événement cardiovasculaire était élevé, comme on le voit sur la courbe en pointillé. Et qu'en dessous de ce seuil, c'est-à-dire moins de 7,7% de myocarde ischémique au test d'ischémie couplé à l'imagerie, le risque est semblable à celui d'une population générale. On conclut donc que le degré de l'ischémie est mieux corrélé au pronostic que la seule présence d'une ischémie, que la seule présence de l'ischémie elle-même. Donc, pour conclure, en ce qui concerne la signification pronostique de l'ischémie myocardique silencieuse, le pronostic est lié à la seule présence de l'ischémie, que celle-ci soit symptomatique ou silencieuse. L'étendue de l'ischémie est mieux corrélée au pronostic que la seule présence de l'ischémie elle-même. Finalement, le traitement devrait donc viser à éliminer l'ischémie. La seule suppression des symptômes pourra ne pas être suffisante. Nous allons maintenant passer au chapitre diagnostic. Et avant d'aller droit au sujet et répondre à nos deux questions clés, j'aimerais juste préciser quelques petits points. Avant d'évoquer l'existence d'une ischémie silencieuse, il faut par définition éliminer l'existence de l'angor et des équivalents d'angor. Les équivalents d'angor sont la dyspnée d'effort, la fatigabilité à l'effort, la diaphorésie, ce qui veut dire un état de sudation extrême, et la présence de signes digestifs. Et donc, par définition, il est évident que le diagnostic est paraclinique car l'ischémie est asymptomatique. Je voudrais aussi ajouter cette plaque qui parle des caractéristiques de l'épisode ischémique silencieux et qui cherche à les comparer avec l'épisode de l'ischémie symptomatique. En effet, l'ischémie silencieuse survient pour des activités faibles, voire même au repos, pour des fréquences cardiaques qui sont normales et la durée de l'épisode peut durer jusqu'à 1 heure. Ceci contraste avec l'ischémie symptomatique qui survient plutôt à l'effort avec des fréquences cardiaques élevées et dont la durée est de quelques minutes après l'arrêt de l'effort. Toutefois, ce concept de caractéristiques, de différence de caractéristiques entre les deux épisodes n'a pas encore d'application pratique à ce jour. On va passer maintenant aux deux questions fondamentales de notre cours. Quels sont les sujets chez qui il faut dépister l'ischémie silencieuse? Et chez ces sujets qu'on a choisis, comment dépister l'ischémie silencieuse? En ce qui concerne les patients chez qui le dépistage de l'ischémie silencieuse s'impose, on va faire une dichotomie selon l'existence ou non d'une maladie coronaire. Dans chaque catégorie, nous allons étudier les indications de dépistage dans des sous-populations établies, que vous voyez ici, qu'on va détailler par la suite. Je voudrais juste ajouter une petite précision, c'est que chez les patients avec maladie coronaire non connue, le groupe à gauche, la recherche de l'ischémie silencieuse a plutôt un objectif diagnostique, celui de la recherche de la maladie coronaire athérosclérotique. Tandis que dans le groupe à droite, c'est-à-dire les coronariens connus, la recherche de l'ischémie silencieuse, plutôt résiduelle, a pour objectif pronostic de déterminer la gravité de l'ischémie résiduelle. En ce qui concerne les patients non connus porteurs de maladies coronaires, ce sont des sujets asymptomatiques ne présentant
pas de syndrome coronarien chronique, la recherche de l'ischémie silencieuse et donc de la maladie coronaire athérosclérotique passe dans un premier temps par l'évaluation de risque cardiovasculaire global. Ce risque sera évalué différemment en fonction de la population étudiée. Au décours de cette évaluation, les patients seront scindés en deux groupes de risques. Les sujets à haut ou très haut risque cardiovasculaire qui vont devoir bénéficier de la recherche de l'ischémie silencieuse et implicitement de la maladie coronaire athérosclérotique par des tests d'ischémie, et les sujets à risque bas ou modéré pour qui il n'y a pas d'indication de dépistage. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont les critères qui classent les patients dans la catégorie haut risque ou très haut risque? Et ce sont ces patients-là que nous allons dépister par un test d'ischémie. Nous allons maintenant déterminer les critères donc, du haut risque ou du très haut risque chez l'ensemble des populations, des patients sans maladie coronaire connue. Ces populations sont les sujets apparemment sains, la population diabétique, la population avec une maladie rénale chronique et dyslipidémie familiale, et finalement la maladie athérosclérotique non coronaire. La population des sujets apparemment sains sont des personnes sans maladie cardiovasculaire athérosclérotique, c'est-à-dire sans plaques significatives ou sans sans antécédents d'événements cardiovasculaires. Ce sont des malades aussi sans diabète, sans hypercholestérolémie familiale, et sans insuffisance rénale chronique. Chez ces patients, la conduite à tenir est simple. Il faut estimer le risque cardiovasculaire global par le score 2 pour moins de 70 ans et par le score 2 OP, c'est-à-dire Old Persons, pour les patients âgés de plus de 70 ans. Pour rappel, le score 2 est un score qui évalue le risque à 10 ans d'événements cardiovasculaires fatals ou non fatals. Il comporte 5 paramètres qui sont l'âge, le sexe, le taux de LDL cholestérol, le tabagisme et la pression artérielle systolique, ainsi que l'adaptation selon l'origine géographique. Le seuil du haut risque et du très haut risque, comme vous le voyez sur le tableau selon le score, sont en fonction de l'âge, ce qui permet le respect du vieillissement naturel. En prenant par exemple les sujets apparemment sains âgés de 50 à 69 ans, donc on est ici, le haut risque est défini par un score 2 entre 5 et 10%, et le très haut risque cardiovasculaire est défini par un score 2 supérieur ou égal à 10%. En ce qui concerne la population diabétique type 2 ou la population diabétique type 1 âgée de plus de 40 ans, il existe 3 catégories de risques. Le risque modéré est défini par l'existence d'un diabète bien contrôlé, un diabète récent qui évolue depuis moins de 10 ans, sans atteinte d'organes cibles et sans l'existence d'un autre facteur de risque cardiovasculaire. Pour le haut risque, c'est le diabète sans maladie athérosclérotique, sans atteinte d'organes cibles sévères et avec l'absence d'un des critères du risque modéré. Et finalement, le très haut risque, c'est soit l'existence d'une maladie athérosclérotique établie, soit l'existence d'une atteinte d'organes cibles sévère, c'est-à-dire un DFG moins de 45 ml minute, un DFG entre 45 et 59 ml minute avec une microalbuminurie, ou alors l'existence d'une macroalbuminurie, ou alors l'atteinte microvasculaire, c'est-à-dire par exemple une neuropathie diabétique, une néphropathie diabétique et une rétinopathie diabétique. Donc, c'est 3 sites d'atteinte microvasculaire. Alors, il faut aussi ne pas oublier la notion de modificateur du risque qui a été proposée par l'ESC. Ce sont des paramètres qui permettent d'augmenter ou de diminuer le risque cardiovasculaire global. Il existe beaucoup de paramètres, mais les plus importants et ceux qui sont adaptés dans les recommandations de l'ESC sont le score calcique, l'indice de pression systolique, c'est-à-dire le rapport de la pression artérielle systolique entre les membres inférieurs et les membres supérieurs, l'échographie des carotides et une histoire familiale de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques prématurées. Donc, pour les recommandations de l'ESC, l'évaluation du score calcique peut être considérée comme un modificateur de risque dans l'évaluation de risque cardiovasculaire des patients asymptomatiques. La détection des plaques carotidiennes par l'échographie des carotides peut être considérée comme modificateur de risque cardiovasculaire du sujet asymptomatique. Et l'IPS peut être considéré comme modificateur du risque dans l'évaluation du risque cardiovasculaire. En ce qui concerne les patients présentant une maladie rénale chronique, le haut risque est défini par un DFG entre 30 et 44 ml minute en absence de microalbuminurie, un DFG entre 45 et 59 ml par minute en présence de microalbuminurie ou un DFG supérieur ou égal à 60 ml par minute en présence cette fois-ci de macroalbuminurie. Le très haut risque est défini par un DFG très altéré au-dessous de 30 ml minute ou un DFG entre 30 et 44 ml minute avec présence de microalbuminurie. En ce qui concerne l'hypercholestérolémie familiale, ils sont par définition d'emblée à très haut risque. En ce qui concerne la maladie
coronaire, elle appartient à la même catégorie de risque que la maladie coronaire athérosclérotique. C'est le très haut risque cardiovasculaire. La maladie coronaire athérosclérotique établie est définie soit par des critères cliniques, soit par des critères à l'imagerie. Les critères cliniques sont l'existence d'un antécédent de syndrome coronaire aigu, un antécédent d'infarctus du myocarde, un antécédent de revascularisation coronaire ou d'une revascularisation artérielle périphérique, d'un AVC ischémique ou d'un AIT, un anévrisme de l'aorte ou une artériopathie périphérique. La maladie athérosclérotique définie à l'imagerie par l'existence de plaques d'athérome à la coronarographie, à l'échographie des artères carotides ou à l'angioscanner des coronaires, c'est-à-dire le coroscan, l'angioscanner des TSA, l'angioscanner des membres inférieurs, etc. Tout ceci est défini le très haut risque chez les patients qui ont une maladie athérosclérotique non coronaire. Nous allons voir maintenant les indications de la recherche de l'ischémie silencieuse chez les patients qui sont porteurs d'une maladie coronaire connue. Par définition, ce sont des sujets à très haut risque parce que la maladie coronaire est connue. Les recommandations donc, de l'ESC ont établi deux catégories des patients anciens. Alors, nous avons le groupe 1, c'est le groupe récent, c'est-à-dire des patients avec des symptômes de 1 an après un syndrome coronaire aigu ou des patients avec une revascularisation qui date depuis moins de 1 an. Le groupe 2, c'est le groupe des anciens coronariens. C'est le groupe des patients qui sont revascularisés depuis plus de 1 an ou les groupes de patients dont le diagnostic de syndrome coronarien chronique remonte à plus de 1 an. Il faut savoir que pour le premier groupe, par rapport aux patients qu'on a stratifiés, la recommandation de l'ESC ont une limite, c'est qu'ils n'ont pas donné de recommandation sur le dépistage de l'ischémie silencieuse chez des patients avec un diagnostic de syndrome coronarien chronique récent, mais qui ont été mis sous traitement médical, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été revascularisés. Ils ne parlent pas de ce groupe de patients. Alors, en ce qui concerne le groupe des coronariens récents, en ce qui concerne les patients qui sont revascularisés depuis moins de 1 an, il est recommandé de faire un test d'ischémie à 1 à 3 mois après le geste de revascularisation. Ce test d'ischémie va avoir deux objectifs. Le premier est de servir pour référence pour les évaluations ultérieures et le deuxième est de rechercher de l'ischémie résiduelle pour pouvoir intervenir là-dessus. En ce qui concerne les patients qui ont un syndrome coronarien aigu stabilisé depuis moins de 1 an, si ces patients avaient, au décours du syndrome coronarien aigu, avaient bénéficié d'un geste de revascularisation, ils vont rejoindre le premier cas avec une indication de dépistage à 1 à 3 mois. Si par contre les patients avaient par exemple un angor instable et que la stratégie a été celle d'un traitement médical optimal, l'ESC ne dispose pas de recommandations pour ce type de patient. En ce qui concerne le groupe 2, c'est-à-dire les groupes des coronariens anciens, qui ont une variation qui date depuis plus d'1 année ou dont le diagnostic de syndrome coronarien chronique date depuis plus d'1 année, la recherche de l'ischémie silencieuse peut se faire chaque 3 à 5 ans. L'objectif de cette recherche est l'évolution naturelle de la maladie coronaire athérosclérotique. Donc, ils peuvent développer ou faire évoluer une plaque préexistante dans un autre territoire ou rechercher une sténose de stent. On va passer maintenant au deuxième grand volet de notre chapitre, c'est comment dépister l'ischémie silencieuse chez les populations suscitées. Donc, nous allons, au cours de notre présentation, présenter l'ensemble des examens complémentaires qui permettent de dépister la maladie coronaire et nous allons essayer, quand c'est possible, de montrer le principe, de montrer les éléments du diagnostic et puis surtout de montrer la place dans l'ischémie silencieuse. Nous allons commencer par l'ECG d'effort, qui s'appelle également l'épreuve d'effort. Son principe, c'est de simuler une situation d'ischémie par l'effort et de rechercher les manifestations électriques de celle-ci. Le diagnostic va être posé devant l'existence d'un sous-décalage du segment ST horizontal ou descendant qui va être d'au moins 1 mm à 80 millisecondes du point J, ou s'il est ascendant, qui doit être au moins de 1,5 mm à 60 millisecondes du point J, et dont la durée doit persister au moins 30 secondes. Pour l'épreuve d'effort, le haut risque d'événement cardiovasculaire est défini par un Duke Treadmill Score supérieur à 3%. Ici en bas, j'ai deux exemples. À gauche, l'exemple d'une épreuve d'effort positive où on voit un sous-décalage horizontal du segment ST qui est à plus de 80 millisecondes à 1 mm du point J. Dans le deuxième exemple, c'est un sous-décalage qui est ascendant et qui n'est pas supérieur à 1,5 mm à partir de 60 millisecondes du point J. Ceci est un sous-décalage ascendant physiologique lié à la tachycardie et ne doit pas faire poser faussement le diagnostic d'épreuve d'effort positive. Quelle est sa place dans l'ischémie, de l'épreuve d'effort
quelle est sa place dans l'ischémie silencieuse. Quoi qu'il ait été dégradé dans les recommandations de l'ESC pour le diagnostic de la maladie coronaire chez des patients symptomatiques, je dis bien dégradation symptomatique, l'épreuve d'effort va garder sa place et garder une place importante en première intention dans la recherche de l'ischémie silencieuse. En général, c'est l'examen à demander en première intention. Le deuxième examen est le HOT-RECG. Son principe est simple, c'est un monitoring du segment ST en continu et idéalement la durée du monitoring doit être de 72 heures. Le diagnostic est posé devant un sous-décalage du segment ST de moins 0,5 mm. Ce sous-décalage doit être réversible et doit durer au moins 60 secondes. Quand on respecte ces critères, la spécificité pour l'ischémie est de 95% et il a l'avantage de rechercher l'ischémie durant les activités de la vie courante, ce qui est différent de l'épreuve d'effort qui, elle, recherche l'ischémie dans des situations d'effort déterminées. La place dans l'ischémie silencieuse est principalement chez des patients qui sont incapables de faire une épreuve d'effort. Le troisième moyen et peut utiliser ce monitoring ECG. Sa place dans l'ischémie silencieuse, c'est la recherche dans la période péropératoire d'une ischémie silencieuse chez des patients à haut risque. Et puis, dans les suites immédiates d'un syndrome coronaire aigu, on va rechercher l'ischémie silencieuse donc chez des malades en général qui sont en soins intensifs, qui sont scopés. Et donc, la présence d'ischémie silencieuse prédispose à un risque accru d'événements cardiovasculaires à court et à long terme, comme on avait vu dans l'étude de tout à l'heure concernant la valeur pronostique de l'ischémie silencieuse chez les patients avec encore instable. Passons maintenant aux tests d'ischémie qui sont couplés à l'imagerie. Je vais commencer par l'échocardiographie de stress. Son principe est très simple. L'objectif est de simuler un état d'ischémie et de rechercher les manifestations mécaniques de celle-ci, c'est-à-dire une hypokinésie ou une hypokinésie qui va apparaître comparativement à l'état de repos. Donc, la question qui se pose pour le principe, c'est comment est-ce que cet état d'ischémie est généré? Quand on utilise l'effort ou la dobutamine, on peut générer un état d'ischémie au travers de l'augmentation des besoins en nodule du myocarde. L'artère coronaire sténosée ne va pas pouvoir subvenir aux besoins en nodule au niveau de son territoire et le mismatch apport-besoin va être créé. Le deuxième mécanisme pour générer de l'ischémie au travers de l'échocardiographie de stress, c'est l'utilisation d'un vasodilatateur. Le plus utilisé, c'est le dipyridamol. La vasodilatation va être beaucoup plus importante dans les artères saines comparativement à l'artère athérosclérotique. On va donc avoir la majorité du débit coronaire qui va être dirigé vers les artères saines. Ça sera le phénomène du vol coronaire, c'est-à-dire que les artères coronaires saines, en gros, ils volent le débit sanguin qui était destiné aux artères pathologiques. Et donc, ceci va faire qu'il y aura une installation d'ischémie dans les territoires de l'artère sténosée que nous allons rechercher par l'imagerie. Alors, donc, le diagnostic se fait en comparant la cinétique segmentaire du VG au repos à l'effort. Le haut risque d'événements cardiovasculaires tel que le SC l'a défini est défini par l'existence de plus de 3 segments sur 16 hypokinétiques ou akinétiques lors du stress. Et puis l'échographie de stress, d'ailleurs c'est le cas pour tous les tests d'ischémie couplés à l'imagerie, elles ont l'avantage d'être localisateurs de l'ischémie. En ce qui concerne la scintigraphie myocardique de stress, c'est-à-dire le SPECT, son principe est très simple aussi. Il vise à rechercher la première étape lors de l'installation de l'ischémie. C'est la perfusion myocardique. Lors d'un événement de stress, que ce stress soit l'effort ou que ce stress soit pharmacologique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne recherche pas directement l'ischémie. Alors, je vous ai mis ici un exemple pour illustrer le fonctionnement, plutôt le principe du SPECT. Nous avons ici au sein d'un même patient, deux artères, une artère coronaire saine et une artère coronaire avec une sténose significative qui vascularise deux territoires différents. L'étoile que vous voyez ici en bleu, c'est le traceur que nous allons utiliser pour voir la perfusion myocardique. À l'état basal, c'est-à-dire à l'état de repos, le flux coronaire au niveau de deux artères est identique, puisqu'au niveau de l'artère sténosée, il y a des mécanismes compensateurs avec de la vasodilatation artériolaire qui va permettre de restaurer un flux normal au niveau de cette artère sténosée. Et donc, la perfusion myocardique au niveau de ces deux va être identique avec une concentration de traceurs idem pour les deux artères. Lors de l'effort ou lors de l'injection d'une substance vasodilatatrice, l'artère normale va pouvoir faire une vasodilatation et donc augmenter son flux coronaire, tandis que l'artère sténosée, qui, elle, était déjà à son flux maximal, ne va pas pouvoir augmenter encore plus son flux. Ceci va créer le phénomène de vol coronaire avec la majorité du produit traceur qui va passer au niveau de l'artère saine. Et donc, on va
avoir une perfusion normale au niveau du territoire sain et une perfusion diminuée dans le territoire de la sténose. Donc, le diagnostic se pose par la fixation du traceur dans la zone saine et un défaut de fixation dans la zone hypoperfusée. Comme on le voit sur ce schéma en bas, nous avons l'état de repos. Si on prend ce schéma de milieu, on voit qu'au niveau de cette partie, nous avons la couleur donc, orange qui est bien visible à l'état de repos, mais qu'à l'état de stress, il n'y a plus de fixation du traceur. Donc, il existe une ischémie au niveau de cette zone. Le haut risque d'événement cardiovasculaire est défini par une ischémie étendue à plus de 10%, de 10% du territoire du VG. La place dans l'ischémie silencieuse, elle est utile pour interprétable, par exemple, lors d'un bloc de bronche, lors de séquelles d'IDM. Dans ce cas-là, l'épreuve d'effort confère donc des faux négatifs. La tomographie, on va dire deux petits mots sur la tomographie par émission de positron. Elle utilise également grossièrement le même principe avec un traceur radioisotope, c'est le rubidium 82. Elle utilise également un vasodilatateur, le dipyridamol. Elle permet et l'étude de la perfusion myocardique, mais aussi du métabolisme glucidique qui va permettre de différencier les régions ischémiques des cicatrices nécrotiques. Mais elle a le problème d'avoir un coût élevé et une accessibilité limitée qui fait que même dans les pays développés, elle est très rarement utilisée. Le prochain test d'ischémie, c'est l'IRM de stress. Le principe est soit la recherche des effets mécaniques de l'ischémie, donc dans ce cas-là, ça va avoir le même principe que l'échographie de stress. Pour cela, le produit utilisé est la dobutamine pour générer du stress, soit il va rechercher des anomalies de perfusion, et dans ce cas-là, son principe va être le même, ou le raisonnement va être le même que celui du SPECT, c'est-à-dire l'utilisation d'un vasodilatateur, et puis comme traceur, on va utiliser le gadolinium. Alors, pour le diagnostic, le haut risque d'événement cardiovasculaire est défini par l'existence de plus de 2 sur 16 segments si on a une anomalie de perfusion par la gadolinium, ou plus de 3 sur 16 segments avec anomalie de contractilité induite par la dobutamine. Le coroscanner et le score calcique ont également leur place. Le principe est simple, c'est simplement un scanner des artères coronaires. Avant l'injection du produit de contraste, on va pouvoir calculer le score calcique. Et après l'injection de produit de contraste, on va pouvoir étudier l'anatomie coronaire, tout comme n'importe quel angioscanner normal. Et certaines techniques sont en train d'être développées pour faire une étude fonctionnelle possible, c'est la FFR sur le coroscanner. Sa place dans l'ischémie silencieuse est la suivante. Pour le scanner coronaire -C, c'est-à-dire le score calcique, il est surtout utilisé chez les patients avec un risque cardiovasculaire modéré et va permettre de les classer. Si le score est nul, il ne faut pas explorer les explorations, et ceci est souvent corrélé à un très bon pronostic cardiovasculaire. Si le score est entre 1 et 400, ne pas poursuivre les explorations ischémiques. Quand le score dépasse 400, ceci va permettre de reclasser le patient dans le très haut risque et donc indiquer les réalisations d'un test d'ischémie. Et quand c'est supérieur à 1000 en général, il faut réaliser une coronarographie. Pour le scanner coronaire plus, c'est-à-dire le coroscanner, il est surtout indiqué chez le patient avec un haut risque ou un très haut risque d'événement cardiovasculaire. Il va permettre une étude anatomique avec une détection des sténoses coronaires. Il peut également faire une étude fonctionnelle au travers du coroscanner couplé à la FFR. Et le haut risque d'événement cardiovasculaire est défini par l'existence de lésions tritronculaires avec sténose proximale, sténose du tronc commun ou une uvea proximale. Nous allons maintenant passer au dernier chapitre de notre exposé. Celui qui va servir le plus aux malades, c'est la prise en charge thérapeutique. En ce qui concerne l'objectif, puisque les patients sont asymptomatiques, le seul objectif, c'est d'améliorer le pronostic. Pronostic qui sera amélioré par une amélioration de la mortalité cardiovasculaire, amélioration de la mortalité toute cause, diminuer la nécessité de recours à une revascularisation et diminuer les événements d'infarctus du myocarde. Les moyens utilisés seront un traitement médical optimal toujours, une revascularisation selon des cas selon des indications, et aussi dans tous les cas, il va falloir prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire et avoir une hygiène de vie saine. Pour les indications, nous allons les explorer au travers d'études et la prise en charge doit dans tous les cas être personnalisée. Je vais présenter l'ensemble de ces études dans un ordre qui va nous permettre de bâtir un raisonnement quant à la prise en charge de l'ischémie silencieuse. Cette première étude, nommée Swiss Trial, parue dans le European Heart Journal en 2007, a évalué le pronostic de 54 patients avec une ischémie silencieuse dépistée à l'épreuve d'effort et qui étaient non connus porteurs de maladie coronaire athérosclérotique. Ces patients ont été randomisés en deux groupes.
le groupe traitement médical anti-ischémique que nous voyons ici en rouge et le groupe placebo qui n'ont pas reçu de traitement médical, c'est le groupe ici en bleu. Le traitement médical anti-ischémique était mieux corrélé que le placebo, pour réduire l'IDM, le décès et l'hospitalisation avec Angor. On conclut donc que la réduction de l'ischémie silencieuse doit donc être un objectif thérapeutique. Les mêmes auteurs de l'étude précédente ont réalisé une deuxième étude durant la même année, c'est-à-dire en 2007, c'est l'étude Swiss 2. Au lieu d'évaluer, de comparer un traitement médical avec un placebo, ils ont comparé une revascularisation par intervention coronaire percutanée avec un traitement médical. Donc, ils ont évalué le pronostic de 200 patients avec un antécédent d'IDM non revascularisé et qui présentait de l'ischémie silencieuse qui a été objectivée par une imagerie de stress à 3 mois après l'événement. Ils ont exclu l'anatomie au risque, c'est-à-dire des lésions très tronculaires avec des lésions qui ne sont pas amenables à une intervention coronaire percutanée, et ils ont donc randomisé les patients en deux groupes. Soit le groupe revascularisation par intervention coronaire percutanée, c'est la courbe noire, soit un groupe traitement médical, c'est la courbe noire fine que vous voyez ici en bas. Les résultats après un suivi de plus de 10 ans a démontré que le groupe intervention coronaire percutanée était corrélé à un meilleur pronostic. Il avait moins d'infarctus du myocarde, moins de décès, moins de revascularisation comparativement au groupe médical. Également, le groupe intervention coronaire percutanée avait également moins d'ischémie résiduelle et également une meilleure préservation de la fonction du VG. On conclut donc que la réduction de l'ischémie silencieuse par l'intervention coronaire percutanée est corrélée à un meilleur pronostic comparativement au traitement médical. Mais ceci va susciter une question importante. À partir de quel degré de réduction y a-t-il un gain sur le pronostic par la revascularisation? Pardon? Alors, c'est cette question à laquelle Hachamovitch et al. Ont essayé de répondre en incluant 10 000 patients sans antécédent d'IDM ni de revascularisation avec des degrés variables d'ischémie au spectre, que ces patients soient symptomatiques ou pas. À savoir que durant cette étude, ils n'ont pas fait de coronarographie après l'inclusion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exclu l'anatomie au risque. Alors, cette étude avait les résultats suivants. Le risque de décès d'origine cardiaque était corrélé au degré de l'ischémie, qu'elle soit asymptomatique ou silencieuse. Et puis, le deuxième résultat qui est formidable, c'est celui que les patients avec plus de 10% de territoire ischémie au spectre avaient un meilleur pronostic par la revascularisation comparativement au traitement médical. Et puis qu'avec des degrés moins d'ischémie, le traitement médical était corrélé à un meilleur pronostic. Donc, comme on le voit ici sur la courbe, la partie en noir, c'est le traitement médical. Ici, en bas, c'est la quantité totale de myocarde ischémié. Plus on dépasse le seuil de 10%, plus la revascularisation, c'est la partie en blanche, est corrélée à un meilleur taux de décès cardiovasculaire comparativement au traitement médical. Mais plus on est en train de descendre au-dessous du seuil de 10%, le traitement médical est mieux. Et donc, ceci rejoint les recommandations de l'ASC 2019 sur la revascularisation myocardique qui dit qu'il faut revasculariser pour le pronostic pour les patients dont l'ischémie est étendue de plus de 10%. En 2007, la fameuse étude Courage a eu lieu. Elle a randomisé 2200 patients avec une ischémie légère et avec une exclusion de l'anatomie au risque. Chez ces patients, ils ont été randomisés en deux groupes, un groupe traitement médical optimal et un groupe traitement médical optimal avec une revascularisation par intervention coronaire percutanée. Cette étude a montré qu'il n'y avait pas de différence de pronostic entre les deux groupes et donc l'étude a pu démontrer le grand intérêt du traitement médical optimal dans le syndrome coronarien chronique avec une ischémie légère. Toutefois, cette étude avait deux limites majeures. La première est que pour les patients dans cette étude, ils n'ont pas dépisté l'ischémie silencieuse après avoir optimisé le traitement médical optimal. Parce que le dépistage d'une ischémie résiduelle chez les malades optimisés par un traitement médical optimal pourrait donc déterminer une sous-population qui pourrait bénéficier soit d'une intensification, soit d'une revascularisation. Et à ce jour, il n'y a aucune étude qui a été menée dans ce contexte. Le deuxième problème de l'étude Courage, c'est le fait qu'elle n'a pas inclus les patients avec une ischémie modérée à sévère. C'est la question à laquelle l'étude Ischemia, parue en 2020, va essayer de répondre et que nous allons donc exposer par la suite. Cette même étude Courage a réalisé l'année d'après une étude, une sous-étude, c'est la Courage Nuclear Substudy en 2008,
et a inclus 314 patients avec des tests d'ischémie positifs. L'objectif de cette étude Courage Nuclear Substudy était de comparer la réduction de l'ischémie entre les deux groupes, traitement médical optimal et traitement médical optimal avec intervention coronaire percutanée, et puis de déterminer l'association entre la réduction de l'ischémie et le pronostic. Ils ont pris comme critère de jugement principal, comme vous le voyez ici sur le tableau, la réduction de plus de 5% du territoire de l'ischémie. C'est-à-dire que si un patient avait 15% de territoire ischémique à l'état de base, on va dire qu'il a atteint le critère de jugement primaire s'il baisse à moins de 10%. Donc, il y a 5% de baisse. Alors, l'étude a démontré que ce critère était plus fréquemment atteint pour le groupe revascularisation par PCI comparativement au groupe traitement médical seul. Comme on le voit ici sur le tableau, 33% versus 19%. Et puis, pour répondre à leur deuxième objectif, pour les patients qui avaient initialement une ischémie qui était modérée à sévère, cette réduction de plus de 5% du territoire ischémique était corrélée à moins d'IDM et moins de décès comparativement à une réduction de moins de 5%. Donc, cette étude Courage Nuclear Substudy a fait la conclusion suivante. La réduction de l'ischémie, mais quand celle-ci est importante initialement, est corrélée à un meilleur pronostic. Et que cette réduction de l'ischémie se fait mieux, ou plutôt de manière plus fréquente, par la revascularisation. La tant attendue étude Ischemia parue en 2020 dans The New England Journal of Medicine a inclus 5200 patients avec une ischémie cette fois-ci modérée à sévère, c'est-à-dire une ischémie définie par l'existence de plus de 10% de myocarde ischémié au test d'ischémie couplé à l'imagerie. Ils ont encore une fois exclu l'anatomie au risque comme l'étude Courage et ils ont eu une stratégie initiale de traitement médical seul ou de traitement médical avec revascularisation, c'est-à-dire soit intervention coronaire percutanée, soit chirurgie, ce qui est différent de l'étude Courage. En ce qui concerne les résultats, il n'y avait pas de différence entre les deux approches pour les critères de jugement, pour les critères de jugement suivants, qui sont l'événement cardiovasculaire ischémique et le décès toute cause. Ces résultats, personnellement, je les trouve un peu dérangeants et surtout discordants avec les recommandations de l'ESC Myocardial Revascularization, qui dit qu'il faut revasculariser d'emblée quand on a un territoire ischémique de plus de 10%. Mais cette étude, elle vient nous dire que le même pronostic existe chez les malades revascularisés ou non. Mais après, cette étude a des limites. La principale est qu'elle était dépendante de la définition de l'IDM. Et puis la deuxième, et surtout, elle est très importante, c'est que la suivi moyenne des patients était de 3,2 années. Donc, c'est très tôt pour pouvoir arriver à des conclusions à grande échelle. Et puis, encore une fois, une autre limite de cette étude, c'est qu'ils n'ont pas étudié le sous-groupe de patients qui gardaient une ischémie résiduelle. Le sous-groupe de patients traités médicalement, traités par un traitement médical optimal, mais qui gardaient une ischémie résiduelle, donc ils n'ont pas, étudié ce sous-groupe de patients et voir s'ils pouvaient bénéficier d'une revascularisation. Il y a une autre étude qui est parue dans The International Journal of Cardiology qui a comparé le pronostic à long terme entre revascularisation et traitement médical optimal chez des patients avec une ischémie silencieuse et un test d'ischémie positif. Dans cette étude, le groupe traitement médical optimal bleu était corrélé à un moins bon pronostic que le groupe revascularisation. Donc, c'est un résultat qui est discordant avec l'étude ischémia. Mais cette étude avait une limite majeure, c'est qu'au décours de la coronarographie, s'il trouvait que l'anatomie coronaire était très altérée ou défavorable, il envoyait le patient directement en revascularisation par pontage coronaire. Et donc, il y avait un problème donc, de randomisation. Et puis, toujours cette étude, on peut aussi en déduire une notion importante, c'est que dans le groupe revascularisation, l'existence d'une ischémie résiduelle qu'on voit ici sur la courbe bleue était corrélée à un moins bon et que la non-réalisation d'une épreuve d'effort, ou plutôt d'un test d'ischémie, avait le moins bon pronostic. Ceci est expliqué par l'absence d'intensification médicale des sujets qui auraient gardé une ischémie résiduelle et donc qui ne l'ont pas dépisté au travers de tests d'ischémie. Alors, que dit l'ESC sur la revascularisation pour le pronostic, l'annonce de l'ischémie? La sténose du tronc commun de plus de 5% avec une présence d'ischémie documentée ou d'une lésion hémodynamiquement significative définie par une IFFR moins de 0,2%. Une sténose de l'IVA proximale de plus de 5%, mais avec une preuve d'ischémie encore une fois. Une maladie biotritronculaire comportant des sténoses de plus de 50% avec dysfonction VG et encore une fois avec preuve d'ischémie. L'existence d'une ischémie
ischémie large de plus de 10% du VG détecté par un test fonctionnel ou l'existence d'une FR de moins de 0,75 et finalement l'existence d'une seule artère coronaire restant perméable avec une sténose de plus de 50% et une preuve objective d'ischémie. Alors, que faire pour les patients qui ne rentrent pas dans les critères de revascularisation qu'on vient de citer dans l'ESC? Alors, pour les patients revascularisés résiduels dans le territoire revascularisé, en général, il faut faire une intensification du traitement ou parfois on peut aller rechercher une sténose du stent selon le contexte. Pour les patients qui sont sous traitement médical optimal, guère de l'ischémie résiduelle, mais qui ne rentrent pas dans la définition du haut risque, c'est-à-dire que cette ischémie résiduelle n'est pas large et ne dépasse pas 10%, il n'y a pas de recommandation dans l'ESC quant à la prise en charge de ces malades. Et comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, il n'y a aucune étude qui a pris ces malades et qui a comparé la stratégie de revascularisation comparativement à un traitement médical. Donc, pour conclure en ce qui concerne la thérapeutique, plus l'ischémie a importance, silencieuse ou pas, moins bon sera le pronostic. L'objectif du traitement est de baisser, voire supprimer l'ischémie. Les recommandations actuelles dans le plan médical et la revascularisation est indiquée dans les groupes avec haut risque d'événements cardiovasculaires. Les limites actuelles de la connaissance médicale dans les thérapeutiques de l'ischémie myocardique silencieuse, c'est le fait qu'il y a beaucoup de résultats discordants entre différentes études quant à une stratégie initiale fait de traitement médical seul ou de traitement médical avec revascularisation. Aucune étude n'a étudié le pronostic des patients traités initialement par traitement médical optimal et qui gardent de l'ischémie résiduelle. Et puis, il n'y a pas de recommandation quant au traitement de l'ischémie myocardique résiduelle après un geste de revascularisation. Que faut-il faire? Devrait-on réaliser une coronarographie? Faut-il simplement intensifier le traitement médical? Il n'y a pas de recommandation dans la littérature à ce jour. Alors, pour conclure, l'ischémie myocardique silencieuse est la présentation la plus fréquente de la maladie coronaire. L'angor est une présentation qui est rare. L'ischémie myocardique a la même valeur pronostique que l'ischémie myocardique silencieuse a la même valeur pronostique que l'ischémie symptomatique. Le dépistage doit se faire chez les patients à haut risque et très haut risque cardiovasculaire. Il faut donner une attention particulière aux patients diabétiques. Le diagnostic repose sur des tests d'ischémie, lesquels doivent idéalement être couplés à l'imagerie. Le traitement a pour seul objectif d'améliorer le pronostic. Il y a une place primordiale du traitement médical optimal pour lequel la majorité des études sont d'accord. La revascularisation est indiquée dans les groupes à haut risque d'événements cardiovasculaires et ça, on a des recommandations dans le SC 2018. Et beaucoup de recommandations manquent quant à des sous-populations particulières des patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Teshmi, pour ton excellent exposé. C'est vrai que vraiment, tu as fait un très bel exposé. La parole maintenant est à l'audience. Merci, madame. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Tu as pris quand même pratiquement 1 heure, toi. Oui, c'était un peu long pour faire le tour. Ouais, non, mais c'est bien, c'est très bien. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Merci, merci. Bien sûr. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Attends, je crois que Hajar a commencé avant toi. Oui, madame, c'est Dr Hatim Hajar, résidente première année. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Dr Taha Tishfini pour sa présentation qui était excellente. On a bien appris, c'était bien détaillé, bien informé. Donc, madame, j'ai toute une petite question en ce qui concerne les modificateurs de risque. Je n'ai pas bien compris comment on peut l'utiliser pour modifier le risque. Par exemple, si on a un score, par exemple, qui est à 7,5, et on a une écho des carotides qui est anormal, comment on peut l'utiliser pour modifier ce score qui est déjà calculé? Ou bien les autres que l'écho des carotides, bien l'indice de la pression. Vas-y, tu réponds, Teshfi. Est-ce que tu nous entends? Alors, oui. On t'entend pas très bien. Taha, tu nous entends ou pas? Je pense qu'il a Oui, madame, j'ai eu un petit souci de connexion, pardon. D'accord.
La question de Dr Hajar, donc, si j'ai bien compris, elle pense à l'utilisation pratique donc, des modificateurs du risque. Alors, les modificateurs du risque sont des éléments qui permettent soit de upgrader, de passer à un risque qui est plus élevé, ou au contraire, de passer à un risque qui est plus bas. Donc, son utilisation n'est pas aussi précise avec des éléments, c'est-à-dire avec des chiffres numéraires, comparativement, par exemple, au score qui a des valeurs bien précises. On va prendre un exemple concret. Par exemple, chez un patient diabétique, je vais vous montrer la plaque. Par exemple, un patient diabétique, et si nous, on retrouve dans la catégorie à risque modéré, chez ces patients, on peut aller rechercher ces modificateurs du risque pour voir est-ce que je peux les faire passer à un risque plus haut. Par exemple, chez un patient diabétique qui a les critères de risque modéré, et je vais lui faire une IPS ou un score calcique, et je trouve que son score est supérieur à 400, donc d'emblée, je sais qu'il va passer à un risque, à un très haut risque. Ou par exemple, si je lui fais une échographie des carotides et je trouve une plaque significative, c'est-à-dire une plaque dont l'épaisseur dépasse 50% de l'épaisseur pariétale. Ça, je sais que c'est un patient qui d'emblée va passer dans le haut risque et donc il nécessite la recherche de la maladie coronaire athérosclérotique au travers de la recherche de l'ischémie silencieuse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, docteur Oui, Hassi. oui, donc c'est plutôt bien codifié pour l'écho et pour le score calcique, mais pourtant pour l'histoire familiale, l'indice de la pression, c'est un peu pas très bien détaillé, c'est bien ça. Exactement, c'est codifié surtout pour trois éléments. C'est codifié pour le score calcique, c'est codifié pour l'IPS, où il y a des recommandations en 2B de la Société de European Society of Cardiology. Et donc, le score calcique, l'indice de pression systolique et l'échocardiographie des carotides. Ça, c'est codifié, c'est en 2B. Mais après, vous avez un ensemble d'autres modificateurs de risque, par exemple le stress psychologique, le stress psychologique, voilà, mental, pour des professions. L'obésité également peut intervenir. La pollution aussi, c'est un modificateur de risque. Mais ce qui est codifié, ce sont ces trois qui sont cités dans les recommandations du syndrome chronique. D'accord, c'est plus clair maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, Patrick, c'est ton tour maintenant. Bonsoir, madame. Je profite pour féliciter Dr Ta pour la qualité de son exposé. Il était vraiment très clair. J'ai une préoccupation cependant par rapport au dépistage. Je voudrais dire si on a un accès au test d'effort et à l'imagerie de stress. Quel est l'examen en première intention chez un patient diabétique, qu'il soit connu coronarien ou non coronarien? Entre le test d'effort, c'est-à-dire l'épreuve d'effort, et l'imagerie de stress. C'est une très bonne question, docteur Patrick. Donc, alors, chez un patient diabétique, qu'il soit connu coronarien ou non, donc, quand le patient est connu coronarien, c'est-à-dire qu'on passe d'emblée à la catégorie très haut risque cardiovasculaire. Et dans ce cas-là, la probabilité d'avoir un test négatif, elle est beaucoup plus basse comparativement à un malade qui a un risque plus bas. Donc, dans ce cas-là, il serait idéal, et je dis encore une fois, il serait idéal parce qu'il n'y a pas de recommandation, il serait idéal d'utiliser un test d'imagerie, de test d'ischémie qui est couplé à l'imagerie. Par contre, si j'ai un malade qui a un risque modéré ou qui a un risque haut, on peut et qui n'a pas pourra commencer par un test qui a une grande valeur prédictive négative, c'est l'épreuve d'effort. Ce test va permettre de faire un filtre et donc de diminuer la charge sur les tests d'ischémie couplés à l'imagerie. Si c'est négatif, tant mieux, je n'ai plus besoin et j'ai économisé de l'argent et du temps de personnel. S'il est positif, ce n'est pas grave, beaucoup de cas vont être positifs, ce n'est pas grave, ceci va me permettre de passer à l'étape suivante avec un test d'ischémie qui est associé à l'imagerie. Donc, c'est dans cette optique que les tests vont être classés. Une autre chose, quand j'ai par exemple un malade qui est revascularisé, qui est connu coronarien revascularisé, quand je recherche de l'ischémie silencieuse, la question que je me pose le plus souvent, enfin les deux questions que je me pose, la première, c'est est-ce que j'ai une sténose de stent? Et la deuxième question, c'est est-ce que j'ai une ischémie dans un autre territoire qui est en liaison avec une progression de l'histoire naturelle de la maladie coronaire? Et donc là, j'ai besoin d'un test d'ischémie qui va me localiser l'ischémie pour pouvoir voir ce que je vais faire. Si c'est une sténose de stent, peut-être que je vais devoir aller revasculariser. Si c'est une autre artère, j'aimerais le savoir. Et ça, le CGD fort, parce qu'il n'est pas localisateur, il ne va pas
permettre de répondre à la question. Donc, pour conclure, pour votre réponse, c'est en gros du cas par cas. Ça dépend donc du malade, voilà, du cas par cas. Ça dépend aussi du centre. Est-ce qu'il a la disponibilité de certains moyens de tests ischémiques? Et puis, au sein des mêmes tests ischémiques associés à l'imagerie, ben, par exemple, chez nous, c'est l'échographie de stress, on l'utilise beaucoup. Ailleurs, peut-être c'est le SPECT. Ailleurs, c'est l'IRM de stress. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, docteur, j'ai posé la question dans notre contexte pratiquement parce que nous avons et les preuves d'effort et l'imagerie de stress, surtout les stress à l'effort physiologique. Parce que souvent, comme je suis à l'Expo ces jours-ci, nous avons des malades diabétiques qui ont des demandes d'épreuves d'effort pour encore d'effort. Et généralement, c'est ces malades-là, depuis que je suis là, les épreuves d'effort sont négatives cliniquement et électriquement. Et donc, nous sommes obligés secondairement à les orienter pour faire compléter avec l'imagerie de stress. C'est pourquoi je me demandais, par rapport à cette question, l'examen de première intention lorsqu'on a ces malades. Évidemment, vous avez répondu à ça par rapport au score et à la classification du risque. Donc, ça pourrait nous éviter à la longue de faire plusieurs examens à un malade. Bon, bien que si le malade devait payer, ça nécessite un coût. Mais je pense que pour ces genres de malades-là, si on classifie le risque, c'est l'imagerie de stress physiologique qui serait beaucoup plus important, à mon avis. Oui, tout à fait, oui. Parce que du moment que c'est là, on n'est pas dans l'ischémie silencieuse. Vous me dites qu'ils ont un nombre d'efforts, donc on est dans l'ischémie symptomatique. Là, oui, on peut d'emblée, si c'est possible, encore une fois, il faut toujours souligner la possibilité des moyens locaux. Ben, si on a 20 patients par semaine, il va falloir faire 20 échos de stress. En pratique, ce n'est pas faisable. Mais après, si on a peu de malades et que c'est possible, oui, on peut commencer par un test d'effort couplé à l'imagerie. Donc, surtout que vous avez la douleur, donc vous pouvez commencer par ça. D'accord, merci Il y a beaucoup. même ici, dans le SC, les recommandations, ils vont même à dire pour un diabétique à risque modéré, on peut utiliser l'épreuve d'effort, même juste pour stratifier le risque. Alors, avant de faire un score calcique, on va rechercher l'ischémie dans un objectif de stratification de risque parce que justement, les gens qui mettent le SC, ils ont beaucoup de moyens, donc ils peuvent se permettre de faire des UCG d'efforts rapides de manière beaucoup plus fréquente. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je veux rebondir un petit peu ce qu'a dit Patrick et ce que tu as dit, Taha. C'est vrai qu'il faut faire la part entre ce qui est symptomatique et ce qui est silencieux. Si le patient est symptomatique, le plus facile, c'est l'épreuve d'effort, on est d'accord. Mais on sait très bien que l'épreuve d'effort, donc, elle a une valeur prédictive négative et très faible. Et donc, il peut être vraiment langoureux alors que l'épreuve d'effort est totalement négative. Donc, on demande à faire un deuxième test d'ischémie qui peut être soit une écho de stress, soit une écho d'effort à la dobutamine, soit une scintigraphie. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que quand le malade est asymptomatique, et effectivement, on fait une épreuve d'effort et on la trouve positive, il faut aller directement à la choro. Là, ce n'est pas la peine d'aller vers un deuxième test d'ischémie. Parce que déjà, l'épreuve d'effort a montré qu'il y a une anomalie, donc il faut aller vers la choro pour faire un geste parce que le patient ou le cœur du patient s'est manifesté. Oui, oui, madame, vous avez tout à fait raison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Dr. Rocht Mehdi, résident en première année. Donc, je tiens à remercier Dr. Patishvili pour sa présentation qui nous a bien éclairci à ce sujet. J'ai vu, Tara, que tu as parlé dans ta présentation du sujet des dénervations, notamment pour les malades transplantés cardiaques. J'ai une question qui sort un peu de notre contexte. C'est par rapport aux patients qui ont reçu un greffon cardiaque et chez qui on suspecte une ischémie silencieuse. Est-ce qu'il y a une stratégie un peu plus qui permet de s'orienter directement vers une coronarographie ou bien est-ce qu'on peut prendre le temps d'effectuer des épreuves localisatrices, même si on sait que le greffon, ça reste quelque chose de très important pour la vie de ces malades et qui est en général le dernier recours pour ces patients. Merci.
Merci, docteur Rocht, pour cette question. Alors, votre question concerne donc le dépistage de l'ischémie silencieuse chez les transplantés cardiaques, si j'ai bien compris. L'ESC a donné des recommandations là-dessus. Le transplanté cardiaque va avoir de la maladie coronaire athérosclérotique principalement par un mécanisme immunologique. Et donc, devant la grande fréquence de cette maladie coronaire, il est recommandé de réaliser, après une transplantation, une coronarographie annuelle pendant les 5 ans qui vont suivre le geste. Et puis par la suite, si elle est négative, on peut aller à une fois par 2 ans. Donc là, vous voyez que d'emblée, on passe à la coronarographie parce qu'on sait que les lésions qui vont se retrouver, ils vont être responsables d'ischémie. Donc d'emblée, on passe à la coronarographie. Et puis, si c'est positif, le traitement médical, bien sûr, il garde sa place, mais aussi la revascularisation. Et là, chez ce groupe de malades, la revascularisation par pontage va être compliquée parce qu'on va aller opérer sur un médiastin, sur un thorax qui s'est déjà fait opérer. Donc là, on a plus tendance pour le traitement à aller vers le PCI, l'intervention coronaire percutanée, plutôt qu'une chirurgie de revascularisation. Mais pour la recherche, c'est un dépistage systématique annuel pendant les 5 premières années qui suivent la greffe, la transplantation. Merci. OK. Merci, Taha. Est-ce qu'il y a d'autres... Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est Dr Hayar, je suis interne au service. Donc, je tiens à mon tour à remercier Dr Taha pour la qualité de sa présentation. J'ai une question par rapport à l'haltéro-ECG, son intérêt dans le diagnostic de l'ischémie silencieuse. Donc, par exemple, chez un malade qui a haut risque ou à très haut risque de survenir de maladie cardiovasculaire, chez qui, chez qui on ne peut pas faire l'épreuve d'effort et on réalise juste un haltéro-ECG et on trouve un trouble de repolarisation. Est-ce que c'est suffisant pour dire que qu'il s'agit d'une ischémie silencieuse ou bien il faut obligatoirement passer à une autre investigation couplée à l'imagerie pour poser le diagnostic? Merci. Merci, docteur Salah, pour cette question. Alors, juste pour l'haltéro-ECG, en pratique actuelle, il est presque jamais utilisé ou il est rarement utilisé en général chez des patients qui ont un risque intermédiaire ou maximum un haut risque et qui ne peuvent pas réaliser une épreuve d'effort. Donc, c'est un traitement de secours. Le haltéro-ECG est un traitement de secours. Alors, si vous faites une revue de la littérature, on va voir que la majorité des études qui ont dépisté l'ischémie par le haltéro sont des études qui datent avant des années 2000. À une époque, il y avait rarement ou peu ou pas de tests d'imagerie couplés de tests d'ischémie couplés à l'imagerie. Et donc là, l'haltéro-ECG était utilisé. Mais actuellement, si vous avez un malade à haut risque, idéalement, c'est un test d'imagerie couplé à test d'ischémie couplé à l'imagerie. Si vous avez un risque modéré et que vous voulez que vous voulez stratifier son risque ou affiner la stratification du risque, c'est une épreuve d'effort, un ECG d'effort. Et là, s'il ne peut pas le faire, vous pouvez lui proposer un haltéro-ECG. Mais toutefois, j'ai envie de souligner un petit point, et j'en ai parlé sur la présentation. L'haltéro-ECG a le grand avantage de pouvoir localiser l'ischémie dans les situations de la vie courante, alors que l'épreuve d'effort, elle va localiser l'ischémie lorsque tu décides de faire de l'effort. Ceci que maintenant, ceci n'a pas d'application en pratique, c'est-à-dire que si tu as un haltéro-ECG qui te montre de l'ischémie silencieuse, qui va être, comme on vient de le dire, à fréquence cardiaque basse au repos, pour des situations de la vie courante, mais si tu as une épreuve d'effort qui est négative, c'est bon, on ne va pas prendre en compte le haltéro-ECG. Donc, encore une fois, ceci ne s'applique pas en pratique. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Oui, merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Les plus anciens n'ont pas de remarques, d'ajouts, de choses à apporter? Bonsoir madame, c'est docteur Dradawi.
Oui, bonsoir. Alors, moi, je reviens sur la question de Dr Patrick à laquelle vous avez répondu, Tara. Et avant ça, je te félicite pour ton cours qui a englobé toutes les particularités de l'ischémie silencieuse et que tu as bien répondu à la question. Moi, j'aimerais juste revenir sur la catégorie des patients diabétiques, comme ils forment la majorité des patients qui présentaient de l'ischémie silencieuse, et surtout les patients qui ne sont pas jeunes et pas âgés, c'est-à-dire entre 35 et 75 ans. Et j'aimerais juste revenir sur un outil important, c'est qui est le score calcique. Et là, il y avait des recommandations conjointes de la Société française de cardiologie et de diabétologie qui ont été publiées l'année dernière par rapport à la recherche d'ischémie silencieuse chez les patients diabétiques de cette tranche d'âge. Et dans leur algorithme qu'ils ont proposé à la fin, ils avaient inclus le score calcique comme outil important pour diminuer en fait la charge et le coût de recours à plusieurs examens, c'est-à-dire que ce soit des examens de stress fonctionnel, que ce soit la coronarographie. Et surtout chez les patients à très haut risque diabétique, bien sûr, on passe à l'imagerie de stress directement. Chez les patients à risque modéré, eux, ils ont dit qu'il faut uniquement traiter les facteurs de risque, enfin, traiter, c'est uniquement faire des suivis, et il n'y a pas d'intérêt à aller faire d'autres investigations. Et chez les patients qui sont à haut risque, c'est-à-dire que je sois des diabétiques qui ont un diabète qui évolue plus de 10 ans ou plus de 20 ans pour les diabètes de type 1, ou par exemple, ils ont une atteinte microvasculaire, c'est-à-dire par exemple une microangiopathie ou une albuminurie, là, ils font le score calcique uniquement sans faire d'un scanner, un coroscan, uniquement le score calcique. Et c'est à partir de 400, bien sûr, tu l'as cité, et d'ailleurs, ça fait partie des recommandations de la prévention cardiovasculaire. Là, ils font le screening. Et si le score il est moins de 400, surtout chez les patients plus de 60 ans, là, ils font rien, ils font un suivi. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais rebondir, c'est quand est-ce qu'on fait un dépistage, l'ischémie silencieuse, si le premier dépistage est négatif, ben, ces recommandations-là, ils demandent à faire ça chaque 3 à 5 ans, surtout pour les patients à haut risque, mais pour les patients à risque modéré ou à très haut risque, donc il n'y a pas de ligne directrice là-dessus. Donc voilà, j'aimerais partager ce consensus qui a été publié l'année dernière et d'ailleurs, il a été inclus dans les recommandations de la prévention cardiovasculaire. Merci, docteur Adawi, pour cet ajout et ce partage. Oui, effectivement, c'est intéressant. Donc, mais il faut savoir que cette ischémie silencieuse, elle touche une grande partie les sujets diabétiques, mais il y a aussi les sujets non diabétiques, les sujets âgés. Il y a effectivement certaines femmes aussi. Donc, il faut faire attention à cette ischémie myocardique silencieuse qu'on peut trouver pas uniquement chez les diabétiques, mais dans d'autres populations. Exactement, madame. Et juste pour dire à quel point c'est fréquent, ici dans la première étude que j'avais montrée qui parle de la prévalence de la maladie coronaire athérosclérose, plutôt de la prévalence de l'ischémie silencieuse, là j'ai mis 2 à 4% de la population générale. Mais là, ces études, si vous voyez les gens qu'ils ont inclus, c'était des gens du militaire donc, qui se proposaient pour un service militaire et c'est eux qui ont été inclus. On peut penser que les gens du militaire, c'est des gens en bonne santé. Oui, je suis d'accord, ils sont des fumeurs, mais en général, c'est des gens sportifs qui ne sont pas obèses. Et dans cette population qui, soi-disant, doit être en bonne santé, ils ont trouvé 2 à 4% de gens qui sont sains et qui avaient de l'ischémie silencieuse, pour voir à quel point, même chez les malades qui ne sont pas diabétiques, même chez les malades qui ne sont pas âgés ou qui ne sont pas des femmes ou qui n'ont pas d'insuffisance rénale, on peut retrouver une proportion assez conséquente de patients qui ont de l'ischémie silencieuse. Donc, oui, tout à fait. Donc, il faut toujours avoir en tête cette ischémie silencieuse et surtout, effectivement, qu'il y a ou qu'il n'y a pas de facteur de risque. Il faut toujours y penser. Oui, est-ce qu'il n'y a plus d'autres remarques, d'autres questions? Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir. C'est Afef Mohdi. Alors, je tiens à remercier, à féliciter Dr Tachfini pour cette excellente présentation qui était vraiment très enrichissante et exhaustive. Alors, ma question est, que faire pour un patient sous traitement médical optimal et qui fait quand même l'ischémie silencieuse? Alors, je vous remercie, docteur Afef, pour cette question qui est très pertinente.
Alors, pour un patient qui est sous traitement médical optimal et qui garde malgré ceci donc une ischémie silencieuse, j'ai beau rechercher, refaire la revue de la littérature, voir les recommandations de l'ESC, revoir les études, il n'y a pas une étude qui a proposé quoi faire pour ce genre de malade. Quoique, ta question, elle est pertinente et il est tout à fait logique de la poser, parce que l'étude ischémia, elle est venue, elle nous a dit, même pour les malades qui ont une ischémie qui est très importante, on va leur donner un traitement médical. Elle ne nous a pas dit pour ces malades chez qui on optimise le traitement médical, que faire s'il reste une ischémie résiduelle? Parce que toutes les études, au début, elles prennent une stratégie initiale invasive de traitement médical, mais au début, c'est-à-dire qu'ils prennent des malades le plus souvent qui ne sont pas optimisés. Après, par la suite, elle optimise le traitement médical dans un groupe et dans le vascularisation dans l'autre groupe, mais elle ne vient pas nous dire chez les traitements chez qui on a optimisé et gardé l'ischémie résiduelle, que faire? On peut essayer de répondre, mais après, à travers de quelques études. On a vu tout à l'heure que l'ischémie résiduelle, quand elle est moins de 7,5%, elle est corrélée à un pronostic qui est plus ou moins semblable à la population générale. Et là, on peut dire que si l'ischémie résiduelle est moins de 7,5%, ça ne sert à rien de la revasculariser. On peut dire qu'on peut aller intensifier le traitement médical. Cela dit, on restera toujours avec des on peut et il est difficile il n'y a pas d'études qui permettent de répondre et de trancher pour cette question. Si j'ai bien compris, donc, il n'y a pas que le traitement médical, donc le patient est optimisé au niveau du traitement médical, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire, s'il y a une revascularisation, il faut la proposer. S'il y a un pontage, il faut le faire. Donc, je n'ai pas très bien saisi ce que tu voulais dire. Alors, madame, par exemple, si on a un patient qui a un traitement médical optimal, pour qui on a décidé de ne pas revasculariser, on a décidé de faire un traitement médical optimal, par exemple, on a voulu suivre les résultats de l'étude ischémia. Oui, mais pourquoi on a décidé? Parce que l'étude ischémia, par exemple, elle nous dit que la revascularisation ou le traitement médical optimal pour les patients qui ont une ischémie large de plus de 10%, ils ont le même pronostic. Je sais que l'étude elle a bouleversé ce qui est établi, mais c'est comme ça, c'est ce que l'étude a. Oui, mais s'il y a une ischémie qui est toujours là, il faut aller, ne serait-ce qu'ouvrir l'artère qui est responsable de cette ischémie. Au moins, justement, oui, dans le bon sens, le sens commun nous dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais après, il y a une autre étude qui nous dit que quand l'ischémie, le territoire ischémique est moins de 7,5%, le pronostic est semblable aux malades, à la population générale. Donc là, on se dit, est-ce que ça vaut la peine d'aller revasculariser, soit par chirurgie qui a un risque péropératoire élevé, soit par la mise en place d'un stent qui a un risque hémorragique à long terme élevé? Est-ce que pour peu de gains ou pas de gains prouvés, est-ce qu'il y a de l'intérêt à les revasculariser? Moi, je ne dis pas que maintenant, on n'a pas que ce n'est pas la solution, que la revascularisation ne doit pas être faite. Je dis juste que dans la littérature, il n'y a pas encore d'études qui ont permis de répondre clairement à cette question. Oui, comme tu dis, si effectivement l'ischémie elle est faible, oui, et surtout s'il est asymptomatique et que ça ne vaut pas la peine d'aller donc vers des gestes plus lourds si on ne gagne pas. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Exactement. C'est pour ça il faut toujours avoir un team et une équipe à discuter avant de décider pour faire tel ou tel geste. Donc, toujours ne pas être tout seul dans son petit coin et à prendre des décisions. Exactement, madame, exactement. Et surtout, la vérité, je ne comprends pas pourquoi l'étude ischémia, ça aurait été facile de réaliser ce type d'étude. Ils ont fait une stratégie invasive, ils auraient pu prendre les malades qu'ils ont mis sur le traitement médical et les rediviser en deux groupes, revascularisation, traitement médical et voir. Mais parce que l'étude ischémia avait l'avantage qu'ils avaient 5200 malades. L'étude courage, ils en avaient, je pense, dans les 1000. Donc, ils avaient une grande population, ils auraient pu vraiment conclure un truc. Et là, on pourra avoir notre réponse. C'est bon, on va rester avec le traitement médical ou alors on va rechercher et tu peux revasculariser après. Mais malheureusement, ils n'ont pas tenté de répondre à cette question. Oui. Merci beaucoup pour tes réponses, pour ton exposé. S'il n'y a plus d'autres questions, je crois que… Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. C'est Dr Hamdani Zainoub, résidente en première année. Je tiens à remercier Dr Tachfini pour sa présentation qui était bien claire. En fait, j'ai une petite question concernant le Holter ECG par rapport à sa durée.
Surtout que d'habitude, on voit des haltères de 24 heures pour les troubles du rythme. Pourquoi les 72 heures? Même s'il avait expliqué tout à l'heure que c'était une méthode avant les méthodes d'imagerie et tout. Alors, l'haltéro-CG, donc on va le garder pour une durée prolongée. D'ailleurs, c'est le même raisonnement que l'haltéro-CG où on recherche trouble du rythme. C'est juste pour augmenter la sensibilité. C'est-à-dire que plus le dispositif est installé dans le patient, plus on a la chance et la probabilité de détecter l'épisode ischémique que l'on recherche. Donc, c'est juste pour cette raison, qui ont comparé la durée, elle a montré que la sensibilité atteint une valeur seuil maximale à partir de 3 jours, c'est-à-dire 72 heures de monitoring. Au-delà de cette période, ça a la même sensibilité, c'est-à-dire la même probabilité de détection d'une ischémie que 3 jours. Si tu le fais par exemple 24 heures, c'est le même raisonnement que la recherche du trouble du rythme, tu peux le rater, ne pas le dépister. D'accord, merci. De rien. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, je crois qu'on va clore cette session. Merci à tout le monde et bravo, Tachfini, c'était très bien. Merci beaucoup, madame. Je voudrais aussi remercier le docteur Tachfini. C'était une très belle présentation du haut niveau, donc c'était très bien. Bravo. Merci beaucoup, professeur Aros. Merci. Merci, Salim. Merci à tout le monde et à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.